va commencer pour ne pas perdre de temps et vous faire profiter au maximum de la présence de nos panélistes aujourd'hui. Alors, bienvenue à la table de discussion qu'on a intitulée l'autogestion en pratique. Mon nom est Erika Gaudreau. Je suis chargée de projet au Réseau Coop, donc la Fédération des coopératives gérées par les travailleurs et travailleuses du Québec. Et on a invité avec nous deux de nos membres. Donc, je vais nommer les coopératives et je vais laisser les individus se présenter. Donc, on a Percolab et Niska aujourd'hui avec nous. Donc, comment ça va se dérouler? Puisqu'on est dans une des premières tables de discussion, je vous explique. Il y a donc un SIDO que vous pouvez joindre dès maintenant. Et on va vous demander des gens en accueil de participer. Donc, prenez le temps de vous connecter avec votre petit téléphone si vous voulez. En ligne aussi, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone ou votre ordinateur. Et non, ça va, on n'a pas besoin de la présentation. Et donc, pendant la première partie, on va vous inviter en salle aussi à poser vos questions par le Slido qui va apparaître une fois que la période de questions va être ouverte. Et on va tenter de garder une partie vers la fin, un peu de temps vers la fin pour poser des questions. Et à ce moment-là, si vous voulez poser des questions avec le micro, on pourra le faire vers la fin. Donc, on vous indiquera le moment. Donc, on va commencer avec une petite question pour vous inspirer et pour inspirer nos panélistes. Alors, en 1 à 3 mots, à travers le Slido, vous pouvez répondre. Pour vous, qu'est-ce que l'autogestion? Donc, on vous donne un petit 30 secondes pour répondre. Qu'est-ce que pour vous, l'autogestion? On voit quelques réponses rentrer. On vous donne encore un petit 15 secondes. Par la suite, on va commencer la discussion. Laurie, voudrais-tu commencer par te présenter? Ben, oui, on pourrait. Est-ce qu'on va attendre que les gens Ouais. arrivent ou, je veux dire, arrivent avec La leur réponse. Oui, donc on a 7 réponses. Donc, voilà. Est-ce qu'on affiche... on va afficher le nuage. Vous pouvez continuer de répondre en attendant. On verra ça en live. Tu le vois là? Voilà. Donc, on va commencer avec Laurie. Laurie, veux-tu te présenter et nous dire pour toi, qu'est-ce que l'autogestion? Oui, ben pour moi, bonjour. Mon nom, c'est Laurie Palano. Je suis copropriétaire de Percolab Coopérative. Puis c'est un genre de boîte de conseil dans la gestion et toutes sortes d'autres choses. Je peux en parler longtemps là-dessus. Là, on voit plein de mots arriver. Puis, on voit que autonomie vient de devenir un des grands mots. Mais en fait, pour moi, je n'ai pas réussi de rentrer. Mais une des choses qui est importante pour moi quand on parle d'autogestion, c'est vraiment cette idée de créer un espace où tout le monde peut s'épanouir. C'est vraiment cette idée de... j'aime beaucoup le mot en anglais quand on dit flourish. T'sais, on veut que les gens non seulement sont capables de grandir là-dedans, mais qui arrivent vraiment à trouver leur façon d'être là, qui est le plus authentique puis propre à eux. Donc, pour moi, ça, c'est une des choses qui est très importante dans l'autogestion. Oui, bonjour à tous. Mathieu Piéguet, la coopérative Niska. Donc, Niska, c'est une coopérative de travailleurs de services conseil. On est basé à Sherbrooke. Donc, nous faisons comme Percolab. On accompagne des organisations, des entreprises, des coops, des institutions, soit dans un axe du développement territorial, mais aussi dans du développement organisationnel. Et Niska est autogéré depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc, on essaye aussi de faire vivre à l'intérieur de notre coopérative ce qu'on accompagne aussi à l'extérieur. Et pour moi, dans les mots qui montent là sur la question de l'autogestion, j'ai pensé à la notion de choix, parce que je pense que quand on décide de commencer à vivre des
des expériences d'autogestion, c'est qu'il faut le choisir. Et puis la question de la vision aussi, c'est qu'il faut se donner une vision et une transition pour accompagner le développement de ce travail-là. On pourra revenir sur le mot autogestion parce que ça peut questionner, des fois ça peut faire peur. Il peut y avoir aussi une sorte de mythe autour de ce mot-là. Donc on va aussi creuser un petit peu ça ensemble. Merci beaucoup. On va rentrer dans le cœur du sujet finalement, donc avec la première question de discussion. Donc, je vais vous laisser commencer la discussion avec la question, puis comme vous pouvez réfléchir en même temps que nos panélistes et poser vos questions si vous en avez. Donc, on a prévu du temps pour vous laisser intervenir ou pour ajouter un peu à la conversation aussi. Alors, la question pour débuter, vers la pratique de l'autogestion, on commence par où? Voilà. Bien, dans le fond, nous, aussi, Niska et Percolab, on travaille beaucoup avec cette idée de participation et tout. Donc, on s'est dit, au lieu de faire une grande présentation, c'est par où qu'on commence? On va faire une petite genre de conversation là-dessus. Donc, je commencerai avec cette idée de par où on commence en disant que pour nous, à Percolab, on parle beaucoup des pratiques. Des pratiques qui peuvent être quotidiennes, qui peuvent être vraiment à tous les niveaux. Parce que c'est là où vit la culture. La culture d'un organisme s'exprime par des pratiques qu'on voit à tous les niveaux. Donc, je ne sais pas pour vous, quand vous parlez avec d'autres organismes ou même dans votre expérience, mais pour nous, c'est pas on fait le gros changement dans la structure, puis ensuite on arrive. Non, c'est sûr qu'il faut y aller progressivement, hein, c'est ça. Il y a les pratiques, puis par où commencer, je dirais aussi, c'est une question de conviction profonde, hein, c'est une question de valeur, puis c'est une question de choix, je le redis, je pense que, en tout cas pour moi, l'expérience que j'ai depuis plusieurs années sur ces approches-là, c'est à chaque fois, est-ce que c'est juste pour faire joli? Je crois que la conférence de ce matin l'a bien illustré. Aujourd'hui, il y a des changements sociétaux majeurs. On a parlé d'attractivité, on a parlé des jeunes. Je pense que les changements sociétaux intègrent aussi la question de la gouvernance et des pratiques d'autogestion. Donc je pense que choisir, avoir de la conviction, être certain que par rapport à la raison d'être de l'organisation, eh bien, c'est un pari gagnant que de penser à des pratiques d'autogestion. Je pense que ça, c'est un point important. Puis après, passer à leur mode pratique et pas passer 6 mois à penser une autogestion, puis au bout de 6 mois, se dire, bon, bah, finalement, c'est pas ça qu'on voulait. En tout cas, le vivre au quotidien, dans différents espaces, différentes unités de la coop, ça, on pense que c'est gagnant aussi comme Percolab dans les pratiques. Oui, c'est ça. Bien, nous, justement, quand on parle de lab, dans notre nom, c'est vraiment parce qu'on dit tout le temps qu'on expérimente sur nous-mêmes ce qu'on va faire avec les clients après. Donc, c'est vraiment cette idée de tester des choses, d'essayer de faire ces pratiques, de voir les résultats, de voir comment on agit à ça avant d'avancer. Ouais. Puis nous, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est, pour faire du pouce sur ce que tu dis, Laurie, c'est pas magique, l'autogestion. Puis il y a un peu l'idée de dire, tout le monde décide tout le temps, tout ensemble. Je pense qu'il y a vraiment de la transition à opérer. Puis pour l'avoir vécu pour notre propre organisation, je pense que c'est important de penser une transition douce à travers les pratiques et de ne pas créer un électrochoc qui risquerait plutôt de générer des résistances, voire même des exclusions. Je pense que ça s'opère de façon transitoire. J'aime à dire, moi, que ça peut prendre entre 3 et 5 ans de tendre vers des pratiques, je parle plutôt pratique autogérée qu'autogestion, parce que là, il y a quelque chose autour d'un peu fort de dire autogestion, mais en tout cas, gouvernance participative ou gestion participative, un plan de transition de 3 à 5 ans avec des petits pas, avec de la confiance qui se construit. Je pense que ça, c'est assez gagnant quand même pour démarrer. Puis quand tu parles de commencer en douce avec des petites pratiques, c'est quoi ton petit pratique préféré pour commencer? Qu'est-ce que tu... ma petite pratique préférée, ça serait de penser avec l'équipe pourquoi c'est important, pourquoi ce serait si important de changer des choses dans l'organisation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question? Pourquoi vous posez la question? Puis je pense que ça vient toucher à la mission. Et on vient toucher à la mission, à la vision de OK, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre vision? Et partant de là, comment est-ce qu'on se déploie, tu vois? Ouais. Puis ça, c'est souvent avec les responsables de l'organisation, souvent avec les responsables ou avec
avec les personnes qui pensent le projet. Soit la coop est déjà installée, et auquel cas, il faut changer un peu de paradigme, parce que des fois, il y a des habitudes qui sont prises et qui sont difficiles à défaire. Ou alors quand les coops qui se créent, parce que le réseau accompagne aussi le parcours coop, dans lequel aussi nous on intervient, c'est ça l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire ça pour que l'humain soit placé au centre et que ça fonctionne bien. Puis vous, comment vous faites alors? C'est quoi la petite pratique qui va bien? Bien, je veux dire, pour moi personnellement, là, Ouais. mon petit pratique que je trouve important pour commencer, c'est vraiment cette habitude de les propositions puis les invitations. Que les gens commencent à pratiquer tout ce concept de bien inviter des gens à ce qui se passe. Une invitation, la chose qui est claire, c'est qu'on accepte une oui ou une non. C'est pas comme je vous invite à cette rencontre, mais tu n'as pas le choix. C'est vraiment d'essayer de voir tout ce qu'on fait dans l'organisme comme quelque chose où on invite nos collègues. Puis ça veut dire qu'on va être plus clair dans notre objectif, parce que dans notre invitation, si on veut qu'ils acceptent, il faut qu'on dise, ben pourquoi on t'invite toi, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là. Puis de vraiment prendre cette habitude de faire des propositions. Ça me fait penser à ce que tu dis dans l'invitation. Je trouve que des fois, les assemblées générales sont des bons moments d'un acte fondateur, d'un changement de démarche. Puis l'invitation à une assemblée générale, pour l'avoir déjà fait, je trouve que c'est le bon moment aussi pour placer un peu les principes et les fondamentaux d'une nouvelle amorce autour d'une gouvernance gouvernance en réseau, ou en tout cas horizontale, on peut l'appeler avec plein de mots différents, mais je pense que l'AG, ou les réunions d'équipe aussi, les conseils d'administration, ça pose un peu un acte fondateur sur est-ce qu'on y croit vraiment à cette affaire-là, ou est-ce que c'est juste du marketing social et on fait semblant, auquel cas je pense que l'autogestion souffre des fois un petit peu de ça en disant en fait c'est ça, on fait croire qu'on y est, puis est-ce qu'on y est véritablement? Des fois c'est... Ce que je trouve intéressant dans ce qu'on dit, c'est que là, on parle oui, cet acte fondateur, on parle de trouver l'étoile de Nord, c'est quoi notre purpose, notre intention ensemble, mais on parle aussi de toutes les petites choses qu'on peut faire, un petit peu comme Guerrilla, un petit peu, là, on fait des petites choses en dessous, même si notre gestionnaire ne savent pas que c'est ça qu'on fait, mais on commence à instaurer certaines petites habitudes qui peuvent ensuite soutenir tout ce changement aussi. Oui, exact. C'est sûr que là, je vois des mots qui m'interpellent, mais c'est peut-être sur la question 2, mais c'est sûr que la question de l'autonomie, de la décision collective, c'est comme je pense que c'est comme un sportif de haut niveau. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Et j'ai jamais vu, moi, des décisions collectives qui marchaient du premier coup. Ça dépend aussi de la maturité des groupes. Ça dépend de la maturité des collectifs. Parfois, il y a des décisions qui se prennent collectivement sans vote dans certains CA, parce que les CA sont mûrs, se connaissent et ça va vite. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'autogestion qui est des fois présente de façon implicite dans l'organisation, sans que l'organisation s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on le voit souvent, on fait sortir les implicites et les gens se disent « bah oui, finalement, on en fait nous aussi des pratiques collaboratives. Ah bah nous aussi finalement, dans nos équipes. Alors on n'avait pas vu ça comme ça. » Mais donc déjà de faire relever aussi ce qui existe et les réussites et les bons coups en termes d'intelligence collective et puis d'autogestion ou de gouvernance participative, c'est déjà tellement important de dire ah oui, c'est possible, on peut le faire. Mais comment on sait finalement si on y est? Comment on sait si on fait partie aussi de cette autogestion-là ou de ce mouvement d'autogestion-là finalement? Parce que je vous entends parler, donc il y a la question quand sait-on qu'on y est vraiment qui est ressortie? Il n'y a pas une façon de faire, donc on en est conscient. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont curieuses de savoir, finalement, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des ressources? Ou est-ce que c'est vraiment un ressenti? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous demandent concrètement? Là? Concrètement, c'est quoi cette autogestion-là? C'est ça? Est-ce qu'il y en a une façon concrète, finalement, où c'est vraiment un peu dans l'expérience de chaque organisation, finalement? Oui. Écoute, moi je dirais plutôt c'est plutôt un chemin, c'est un processus. Puis oui, il existe des outils, évidemment, Percolab, Niska et d'autres, il y a des outils qui existent, mais je pense que c'est l'intime conviction que c'est le chemin qui est le plus important que l'objectif, parce que un des défis aussi, c'est de pas construire le pont avant de voir la rivière, c'est-à-dire qu'on peut commencer
il faut faire pas à pas. Donc, moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment la question du chemin qui est important, avec, en fonction des organisations, quelque chose de très, très différent à chaque fois. En fonction de la grandeur, souvent, on nous dit « Ah ben oui, mais vous le faites parce que vous êtes une petite équipe. » Mais je pense que les pratiques d'autogéré, c'est une philosophie, c'est une conviction qui peuvent s'adapter. D'ailleurs, on le voit avec si on parle des ouvrages qui existent aujourd'hui, comme Frédéric Laloux ou d'autres, ils nous font la démonstration qu'en fait, même dans les grandes entreprises, aujourd'hui, c'est à l'œuvre, des pratiques autogérées. Donc, ce n'est pas réservé à des petites entreprises, c'est réservé à toutes les organisations humaines qui souhaitent mettre au cœur de leur entreprise, dans le fond, l'humain. Et avec ça, des méthodes, des approches qui peuvent varier. Je veux dire, il n'y a pas de dogme en la matière. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Je ne sais pas si je peux dire, voilà la structure quand tu es autogéré. Je vois un des mots qui est là, c'est cette idée de l'ordre sans le contrôle. Ouais. Puis c'est ça qui est quelque chose qui est vraiment important, je pense, pour nous, c'est cette idée qu'il y a une structure. C'est pas juste n'importe quoi qui se passe. Et cette structure-là est soutenue par les pratiques qu'on fait, par les habitudes qu'on développe, par les compétences qu'on a en tant qu'équipe. Et que c'est tout ça qui permet d'avoir un fonctionnement sans avoir ce contrôle. Puis je pense que c'est le fonctionnement qui est le plus important. Hein? Oui. On oublie tout le temps, on parle de « Oh, autogestion, c'est tellement bon, les employés, les membres de l'équipe font vraiment équipe. » Mais on a quand même des entreprises qu'on fait fonctionner. Puis c'est ça qui est important aussi. C'est sûr que la question... La philosophie qui va derrière ça, c'est est-ce que c'est l'humain qui est au service de l'organisation, est-ce que c'est l'organisation qui est au service de l'humain? C'est les deux qui doivent se rejoindre. Puis il y avait le mot autonomie tout à l'heure. Je pense que dans des pratiques de ce type-là, l'autonomie vient avec l'interdépendance. La gouvernance en réseau, c'est plus on crée des interdépendances entre les cellules de travail, plus l'autonomie est forte et plus l'interdépendance est forte. C'est-à-dire, pour moi, des deux mots-clés, ça va beaucoup aussi ensemble. On n'est pas indépendant, on est interdépendant. Donc, il faut créer des liens, d'où l'approche un peu plus théorique pour ceux que ça intéresse, la gouvernance en réseau. La gouvernance en réseau, pour moi, nous permet de cheminer dans cette approche vers une logique d'autogestion dans les équipes. Merci. Donc, on a une question en ligne, puis on a une question en salle aussi. On peut peut-être commencer avec la question en ligne, puis Paul Yvon, vous pourrez vous déplacer au micro si vous voulez la poser de vive voix. Parce qu'il faut, en ligne, il faudra avoir la voix. Donc, voulez-vous commencer avec la question donc, qui est affichée ici? Donc, quelle mise en garde feriez-vous à une coopérative en démarrage qui souhaite fonctionner en autogestion sans direction générale? Quelles sont les embûches à éviter? Je trouve ça intéressant comme question, parce qu'on parle de sans direction générale. Nous, on travaille beaucoup avec cette idée des rôles. Oui. Puis, un rôle qu'on peut avoir, ça te donne une certaine autonomie de fonctionnement dans un certain domaine où tu travailles. Donc, nous, on a, par exemple, un de nos rôles, c'est quelqu'un qui est responsable pour les finances. Donc, c'est cette personne-là qui fait notre suivi quotidien, puis fait le suivi avec le comptable, etc., etc. Puis cette personne a une autonomie là-dedans. Puis on a plein d'autres rôles de toutes sortes. Et donc, cette idée de sans direction générale, c'est comme, on va dire qu'il n'y a personne qui va prendre ce rôle. Mais d'un certain sens, le rôle peut exister. La question, c'est plutôt dans le fonctionnement de ce rôle-là avec le reste de l'équipe. Comment on fait en sorte, comme nous, par exemple, à chaque 6 mois ou 1 an, on revisite les rôles, puis on dit, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut prendre ce rôle-là? Puis il circule dans l'équipe. Oui. Donc, comme ça, c'est une façon qu'on n'a pas besoin de dire, OK, on n'a aucune structure. Parce que c'est pas cette idée dont on veut aucune structure. Puis si on veut être efficace dans la prise de décision, il faut que les gens ont comme un domaine dans lequel ils peuvent prendre la décision sans parler à tout le reste de l'équipe. Donc, en tout cas, je trouve ça intéressant comme question parce que c'est pas la présence de quelqu'un qui s'assoit dans un rôle de direction générale qui fait que tu n'es plus autogéré, mais c'est vraiment la question de c'est quoi, comme tu dis, cette philosophie, cette attitude, la façon que ça fonctionne en réseau avec tout le reste. C'est ça. Nous aussi, on fonctionne en rôle, mais au-delà de ça, il y a
dans l'approche de l'holacratie, hein, qui est une approche autour de l'autorité un peu plus distribuée, parle de relations, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les rôles qui viennent tisser les relations, et ça vient changer, créer l'interdépendance. C'est-à-dire que le leadership des personnes dans l'organisation est pris par le rôle qui leur est donné et qui va être redistribué en fait au fur et à mesure. Puis peut-être le conseil, un des conseils, c'est surtout passez pas trop de temps à construire le modèle. Comme je disais tout tantôt, je pense qu'il faut le faire vivre au fur et à mesure dans les pratiques, qu'on soit dans des petites ou des grosses organisations. Personnellement, je suis fondateur aussi d'une coopérative en France, puis en Italie. Les 3 expériences entre Niska et les 2 organisations en Europe, ça a été de dire construisons au fur et à mesure avec nos convictions profondes qu'on place l'être humain au cœur du projet. On va s'inspirer de ce qui existe, mais on ne passe pas 6 mois à penser notre modèle. On le met en pratique, on va sans arrêt à la limite du modèle pour le tester. Alors c'est éprouvant, c'est rigoureux, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est loin d'être le pays des calinours, parce que certains nous disent « Ah, vous décidez tous ensemble, tout se passe bien, nanana. » Non. Ça demande beaucoup de rigueur, en fait. Moi, je trouve que c'est très, très exigeant, mais c'est tellement fort en termes d'approche, et puis de modèle aussi. Je vais utiliser le terme de performance organisationnelle, c'est-à-dire que c'est une organisation qui devient très performante, parce qu'elle est forte, très forte. Je vais laisser la parole à Paul-Yvon pour sa question. J'espère. Oui, ça fonctionne. Est-ce que Par exemple, il y a 10 microbrasseries coopératives au Québec. Prenons l'exemple d'une microbrasserie qui aurait une vingtaine de membres. Elle va répartir le travail entre 3 ou 4 comités, si on veut. On imagine que le comité principal qui va prendre la place, c'est l'équipe de brassage et d'embouteillage. Hein? Bon. Il y a sûrement une équipe de mise en marché, il y a sûrement une équipe d'administration, puis s'il y a un lieu de dégustation ou un restaurant, une équipe reliée à la terrasse, à la dégustation. Bon. Est-ce que cette microbrasserie est condamnée à tout prix à avoir une direction générale? Bon, si je reprends la question autrement, qui ramasse la coordination de toutes ces activités, puis qui ramasse, comment on dit, les souliers perdus, hein? Bon, mettons, il faudrait faire ci, mais moi, brasseur, non, je n'ai pas le véhicule pour livrer. Hein? Il y a un événement spécial. On sait que c'est normalement le marketing. Ça que... En tout cas, ça, c'est ma question. Comment bien le faire? Hein? Puis, est-ce qu'on peut éviter On est en autogestion, ça veut donc dire que je peux donner mon point de vue sur la qualité du travail des autres sections. Hein? C'est fatigant, ça. Donc, ce que j'entends, Paul-Yvon, c'est... J'aurai une autre question après. Hein? Oui. Ça, c'est déjà beaucoup, là. C'est bon. Donc, on parle de comité, on parle de différentes sections dans une organisation. Donc, je voulais être sûr de bien comprendre votre question, là. C'est comment la coop pourrait se passer de direction générale, c'est ça? Non. Est-ce que, tu vas parler tantôt, une petite coopérative, c'est plus facile en autogestion. Mais si on a une coopérative, le plus gros... Oui, OK. Plus de membres, oui. Une livraison, entre guillemets, commerciale et industrielle. Hein, je ne parle pas de 3 personnes qui ont la même formation professionnelle. Hein. Là, pour moi, c'est tout à fait plus facile. Ouais. Bien, donc, ce que j'entends aussi, donc, une question aussi sur la taille des organisations et peut-être aussi le type d'organisation. Est-ce que ça s'applique à tous et est-ce que c'est possible dans tous les cas aussi? Oui. Bien, un des commentaires qui m'est venu en tête tout de suite, c'est cette idée de... c'est peut-être l'image de soulier perdu qui est collée dans ma tête, là. Mais c'est tout ce concept de redevabilité. Excusez-moi, c'est un mot qui ne fit pas dans ma bouche très bien. Redevabilité. Redevabilité. Oui, merci. La redevabilité. Être redevable. D'être responsable. Oui, c'est ça. Mais qu'on est responsable l'une vers l'autre. Ouais. Toute cette idée de, oui, cette comité a toutes ses responsabilités pour ce domaine de pratique. Et toutes les autres, comme tu dis, donnent les opinions. Bien, c'est pas nécessairement je donne mon opinion à tout ça, mais j'ai le droit de poser la question.
Est-ce que ça fonctionne? Avez-vous besoin d'aide? Est-ce que vous avez demandé tout ça et tout? Donc, on prend toute une certaine responsabilité, puis on est tous responsables envers nos collègues aussi. Donc, pour nous, au moins, on voit que ça aide beaucoup, qu'on ne travaille pas dans les silos, mais on n'est pas là pour piquer sur le travail à tout le monde non plus. Bah, c'est un très bon exemple. Moi, ce que j'ai expérimenté avec une coop, c'était pas de la bière, c'est toujours de l'intelligence artificielle. Ça serait de davantage travailler et de croiser, parce que moi je parlais de transition tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la culture, pour transitionner vers quelque chose qui irait vers de l'autogestion, je crois beaucoup à la question des cercles, en tout cas des cercles de projets qui nécessitent d'avoir plusieurs expertises autour de la table. Et ça, je trouve que c'est porteur. C'est-à-dire que quand on rentre dans une expertise très forte, c'est sûr qu'on a l'impression d'être sans arrêt tiraillé par les autres. Moi, je pense que les équipes projets qui forment des cercles autour de projets où il y a besoin de plusieurs, justement, compétences et expertises, ça permet de créer des points de bascule. La coopérative que j'ai accompagnée, on a accompagné 3 équipes projets pendant 2 ans dans les processus de la façon dont le croisement des expertises se faisait et comment ça améliorait la croissance de la coop. Et ça, on a fait une rétroaction de 2 équipes projets qui ont donné lieu après à un essaimage à 4 équipes projets. Mais c'est 2 ans. Donc on voit que c'est sûr que c'est pas demain, comme ça, d'un coup, que ça va se passer. Par contre, de travailler la pluridisciplinarité, de ne pas créer des pôles d'expertise, mais croiser les expertises, justement pour favoriser l'interdépendance, ça semble pour moi être une voie intéressante à explorer. Mais une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'on défait tout. C'est pas tout ce qui est... Parce qu'il y a forcément des personnes qui ne vont pas comprendre. Il faut prendre aussi ceux qui ont envie que ça change dans l'organisation et qui vont avoir envie. Ouais, on pourrait essayer une équipe projet, on pourrait s'en aller là, voir ce que ça fait, les mécanismes, pourquoi, qu'est-ce que ça amène. Et aussi de la direction générale, il peut y avoir une organisation beaucoup plus circulaire avec une direction générale. Pour moi, ça n'enlève pas la partie... On différencie plutôt le lien fonctionnel et le lien hiérarchique. Ouais. Donc, il nous reste quelques minutes encore pour cette première question. On pourra dépasser de quelques minutes s'il faut, mais on a encore des questions en ligne qui sont très intéressantes. Donc, au-delà du rôle de peut-être travailleur, donc dans la gestion interne directe, est-ce qu'il y a moyen de gérer cette autogestion avec des coopératives de solidarité qui ont plusieurs types de membres, par exemple? Donc, est-ce qu'on peut les intégrer dans cette autogestion? On pourrait peut-être commencer avec ça. Est-ce que vous avez une réponse? Oui. Ben oui. Non, mais, voilà. Bien sûr, l'autogestion, en tout cas pour moi, oui. Pour nous, chez Niska, l'autogestion, c'est quelque chose d'inclusif. Et la gouvernance en réseau permet d'associer les différents membres de la coopérative. Avant, Niska était une coopérative de solidarité qui avait différents membres, mais ça fonctionnait aussi. Simplement, le niveau d'engagement n'est pas le même. Le niveau d'approche n'est pas le même. Et du coup, la perception des regards est différente. Donc, on rajoute une petite couche de complexité dans les interrelations. Mais il n'en demeure pas moins que, pour ceux qui ont la place, c'est très systémique en fait. Hein, c'est-à-dire que dès que la mise en pratique du système commence à se faire, bien, expérimentons et voyons ce que ça donne. Donc moi, je pense que oui. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, je pense que tu as bien répondu à celui-là. Donc on revient toujours à voilà, le vivre organiquement. Dans le fond. On teste un peu l'implication puis comment est-ce que ça peut être mis à compte. Oui, ben, parce qu'évidemment, chaque organisme, chaque situation va être différente. Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans l'autogestion, c'est qu'on invite les gens, puis on demande que les gens agissent en adulte. C'est plate à le dire de même, là, mais c'est un petit peu ça. Ouais. Donc, même si ton rôle ou ton forme de membership est différent, ce qu'on attend, c'est qu'il y a vraiment cette genre de responsabilité ou de reconnaître que c'est pas parce que moi, je veux, moi, que c'est la meilleure chose pour l'organisme. Et ça revient à ce que tu as dit tantôt, avec cette idée de trouver l'intention, trouver vraiment le purpose. Là. Quand cette étoile de Nord est tellement brillante, là, ben, tout le monde est tourné vers ça, puis tout d'un coup, ça devient beaucoup plus facile de gérer toutes sortes d'apprentissage qu'on a, toutes sortes de membres. Parce qu'on partage ça.
C'est ça, mais je rajouterais quand même que intégrer l'ensemble des membres, oui, mais pas n'importe comment, parce qu'il faut qu'il y ait un effet conscientisant de à quoi ça sert de le faire. Donc c'est ce que je parlais tantôt sur la question de la transition. Est-ce qu'avec l'équipe, avec la permanence, c'est quelque chose où il y a un sentiment d'adhésion, et le conseil d'administration, qu'est-ce qu'il en pense? Ça passe par des étapes assez importantes de prise de conscience, de oui, on croit que c'est important, et pourquoi on pense que c'est important. Donc si par exemple vous souhaitez faire du recrutement, vous voulez qu'il y ait des jeunes dans l'organisation, dans la coop, eh bien vous décidez d'implémenter un système autogéré parce que vous considérez que la place des jeunes de demain dans les organisations, dans les coops, ça a été dit ce matin, la conférencière l'a très très bien dit, et les coops sont déjà très très bien placés vis-à-vis des changements sociétaux. Donc c'est un petit coup supplémentaire à donner dans les modèles pour s'assurer que le modèle coop, qui est pour moi bien sûr extraordinaire, parce que j'en fais partie depuis plus de 20 ans, mais permet aussi de pousser la machine plus loin dans un système autogéré. Et ça serait vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je vais peut-être poser les deux questions en même temps pour être sûr qu'on puisse y passer. Puis après, on va passer à la prochaine question. Mais bon, il y a une question d'éducation dans les organisations. Est-ce qu'il y a une éducation formelle ou intégrée aux opérations à prévoir? Puis tu mentionnais justement le modèle coop. Ici, on a une question en lien avec la loi sur les coopératives. Est-ce qu'elle vient mettre certaines limites? Je pense par exemple à une coopérative qui voulait enlever les rôles de président, vice-président, tout ça dans leur CA. Déjà, c'est une grande question. Donc, il y a peut-être des limites comme ça qui sont imposées. Est-ce qu'on peut contourner la loi aussi? C'est une autre question. Donc, je vous lance un peu les deux questions. Donc, la question de l'éducation, puis la question de Passionnant, ça. la régie interne et la loi coop. Par exemple, pour nous, Purple Collab, quand je regarde justement cette question de président, etc., on a dans la loi au Québec cette possibilité jusqu'à, si je ne me trompe pas, 24 membres, quelque chose comme ça, où on n'est pas obligé d'avoir une CA. Donc, nous, on est 12 membres en ce moment, donc on n'a pas officiellement une CA. Tous les membres qui sont les membres à part entière font office du CA. Puis, bon, légalement, on a nommé quelqu'un comme président, vice-président et trésorier, mais dans notre fonctionnement interne, ces rôles-là ne portent pas d'autres choses. Ça nous donne c'est qui peut être les signataires quand on va à la caisse. Ouais. C'est à peu près ça. Nous, c'est pareil. On a décidé aussi d'enlever des termes comme conseil d'administration. On a choisi le terme de cercle de gestion, on a enlevé aussi le terme de comité, parce qu'on pense que le pouvoir des mots est très très significatif, parce que quand on utilise les mêmes mots pour un nouveau modèle, eh bien ça a du mal à passer, donc il y a aussi un changement de langage à avoir. Donc nous on a utilisé le mot cercle, puis comme Père Collab, on a une présidence qui fait office puis on vit avec la loi, mais pour autant ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, on est capable de ne même plus savoir qui est la présidente de l'organisation. Parce que c'est ce qui est d'abord à l'interne, c'est à l'interne comment on le vit. Et donc, jamais au grand jamais, la présidente se lèvera en disant c'est moi qui arbitre dans notre fonctionnement actuel. Et dans d'autres organisations, c'est possible aussi, pour l'avoir vu. Puis, ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais enchaîner sur la culture organisationnelle, parce que l'éducation, ça fait penser à ça, c'est-à-dire que on intègre des nouvelles personnes. Pas plus tard qu'hier, on avait un cercle justement chez Niska avec une nouvelle personne qui ne comprenait pas le modèle. Puis on voyait bien que quelqu'un qui vient entre guillemets, du privé rentre dans la coop, et là il se dit mais attends, c'est quoi ces extraterrestres? Et on l'a rattrapé de justesse, mais parce que son paradigme et sa vision du rapport au chiffre d'affaires versus la production était absolument pas placé là où nous on plaçait son implication dans la vie de la coop. Et donc, moi, j'ai pris de pleine face hier, effectivement, cette façon de... Oui, c'est vrai qu'on avance sur des... C'est comme si nous, avec le temps, on avait condensé des choses, on avait implicitement posé des affaires qui nécessitent d'être réexpliquées. Donc, l'éducation, c'est une éducation permanente qu'il faut faire dès que les nouvelles personnes arrivent, ou même les personnes qui ne comprennent pas, bien, il faut prendre le temps... vous savez, un besoin, c'est souvent une préoccupation qui est pas prise en compte. Donc ça prend aussi pas mal de patience quand même.
Puis je dirais, je vais faire le petit plug pour Réseau Coop, là, qui fait aussi des petites formations que nous, on encourage tous nos nouveaux membres d'aller les suivre parce que, tu sais, on travaille, on est tout un écosystème, puis on peut s'appuyer de ces façons-là aussi. Puis à l'interne, sur d'autres enjeux qui ne sont pas nécessairement juste dans le coop, bien, comme on a dit, on pratique beaucoup cette idée de on va l'essayer, on va voir comment ça marche, etc. Donc, quelqu'un arrive, puis on le lance un petit peu là-dedans, puis on l'appuie, peut-être ça prend quelqu'un qui va le prendre à part après pour répondre à certaines questions. Donc, il y a une partie non formelle dans le sens où c'est tellement dans le quotidien que c'est ça que c'est nommé de même. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas les seuls à nous, dans le fond, envoyer des nouveaux membres ou des nouveaux travailleurs, travailleuses à la formation d'initiation qu'on donne mensuellement. Donc, tout le temps, il y a des membres qui utilisent cette formation pour intégrer les gens puis les informer sur leur double rôle. Parce que oui, ils ont un rôle de travailleur ou travailleuse, mais ils ont aussi un rôle de membre de coopérative. Et donc, c'est ce double rôle aussi qui est important à former, là. Donc, voilà. Paul-Yvon, je sais que tu avais une deuxième question, mais on a déjà dépassé la première. OK. Chaque année, on a un formulaire à remplir au registre des entreprises. Est-ce qu'il faut à tout prix, de façon astucieuse, marquer des noms au poste mentionné, présidence, vice-président, secrétaire, trésorier, ou bien si on peut traduire vraiment ce qui se vit à l'intérieur de la coopérative, tout le monde est administrateur? Ben, je pense que tu as répondu. Hein. Oui, bien, je pense, de ce que je comprends, on est tous administrateurs, mais il faut quand même aussi nommer des personnes. Donc, je me suis rappelée avec une grande surprise quand on a vu notre rapport annuel cette année que « Ah oui, c'est vrai, mon nom était là comme vice-présidente! » donc, oui, on a les noms qui sont là, mais comme tu as bien partagé, ça n'a pas d'incidence dans notre façon de fonctionner. Là. Puis, on parle beaucoup, là, on parle du statut de la coop, tout ça, mais je pense qu'on peut aussi concevoir dans cette partie de mise en pratique, comme le disait Laurie, de commencer à travailler avec des petites équipes de 8-10 personnes. Là. Je veux dire, on n'est pas obligé de penser tout de suite au changement à grande échelle. Je travaillais avec des petites personnes qui vont devenir des ambassadeurs du processus et qui vont dire finalement, on s'y retrouve, puis on a envie d'aller plus loin. Donc c'est vraiment l'idée de travailler avec... Moi, je crois beaucoup à travailler avec des petites unités, des équipes projets pluridisciplinaires qui vont rencontrer des défis, mais sur chaque défi, on crée des bascules pour faire en sorte que oui, c'est possible, parce que le réflexe très rapide, c'est dès qu'on commence quelque chose de nouveau, on se dit que ça ne marche pas et on revient sur l'ancien modèle. Donc on se replie vers nos réflexes habituels, et puis c'est là que les points de bascule ont du mal à s'opérer. Je vais faire une petite expérience, donc, parce qu'on a déjà dépassé du temps alloué à la question 1 sur la question 2. Donc, on va faire une expérience. Est-ce qu'on poursuit avec la question 2 qu'on avait prévue, qui était sur le partage du pouvoir de décision, le mode de prise de décision, ou est-ce qu'on poursuit avec les questions parce que ça a l'air d'inspirer beaucoup les gens? Qu'est-ce que vous votez? On fait une petite participation. Je peux peut-être faire une proposition pour dire qu'on peut continuer la conversation comme telle qu'elle. D'accord. Et s'il y a quelqu'un qui est vraiment curieux sur les modes de décision, on vous invite de nous poser cette question. Voilà. Donc, on va prendre votre question. Donc. La question va peut-être permettre de toucher ce sujet-là aussi. On a une organisation partenaire qui est en gestion participative. Donc, c'est un peu dans l'autogestion. Et je vois l'avantage de ça en termes de force organisationnelle, comme vous avez mentionné. Par contre, en termes de réconcilier la gestion participative et l'efficience, je suis moins convaincu. Souvent, on travaille sur des projets en commun, puis sur des petits projets, bien, ça leur prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à se faire une idée. Sur des plus gros projets, ce qu'on fait en 3 mois, ça leur en prend 4, 5, 6. Comment on fait pour y arriver, pour avoir les avantages, mais pas ces inconvénients-là, peut-être? Puis c'est relié à la prise de décision, je pense, entre autres. Oui. Vas-y. En tout cas, vas-y. En fait, je pense que dans la transition que je mets tout à l'heure, tantôt, c'est que l'organisation, pour moi, elle devient efficiente au bout d'un certain moment. Mais au début, il y a besoin de placer des réflexes, de placer des façons de faire, des pratiques d'équipe
il y a des pratiques d'équipe qui prennent aujourd'hui pour nous, par exemple, si je prends l'exemple de Niska, notre efficience est arrivée, je pense, à un niveau... jamais j'aurais pu penser qu'on arrive à ce niveau-là au niveau de l'efficience. C'est-à-dire qu'on arrive en moins d'une heure à être extrêmement efficient à 8. Mais parce qu'il y a tout un tas de conditions qui font que ça marche comme ça. Donc, c'est difficile de répondre directement par rapport à ça, mais c'est sûr que à un moment donné, il y a des petits points de bascule de méthodologie pour faire en sorte que ça puisse vraiment s'opérationnaliser. Et puis ça dépend des prises de décision, ça dépend sur quoi, ça dépend effectivement du projet de l'entreprise. Mais moi, par rapport à cette question-là, je pense que ça permet vraiment d'être encore plus efficient d'un point de vue organisationnel. Ça, personnellement, je le vis et j'y crois fort. Puis je pense que peut-être la raison qu'on arrive à être plus efficace, là, c'est en lien justement avec les pratiques. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui va dire, OK, oui, on va se lancer dans cette idée d'autogestion, mais ils n'ont pas nécessairement instauré les pratiques. Ils n'ont pas nécessairement l'habitude de comment on peut... Quel genre de décisions qu'on doit prendre ensemble, quel genre de décisions peuvent être prises à 2, quel genre de décisions peuvent être prises à 1. Parce qu'il y en a. Oui, oui. Puis c'est important d'être très conscient de ça pour que, quand il y a une décision qu'une personne peut prendre, que ça ne prenne pas 8 pour donner leur opinion, pour mêler les cartes. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça vient avec la question qui arrive après. Ouais. Voilà. Mais en fait, puis je pense que la question de la taille de l'organisation aussi, tu sais, nous, on a eu un défi, même à l'interne chez Réseau, que dans le fond, l'équipe a pratiquement doublé depuis 1 an et demi ou 2. Et avant, c'était, bon, j'arrive avec des propositions, on se rend compte à 2, on fait des décisions, puis go, ça va. Aujourd'hui, ben, on est plusieurs, tu sais, on est plus nombreux sur des comités, il faut échanger, il faut attendre après le travail des autres. Donc, il y a cette question de s'organiser aussi, de toujours se poser la question, est-ce qu'on a la bonne structure pour prendre ces décisions? Mais ce que tu dis, ça me fait penser en fait à la notion de trajectoire et changement d'échelle. Je pense qu'à chaque fois, il y a des plateaux, puis il y a des trajectoires de progression, puis à chaque fois qu'il y a une trajectoire de développement qui s'opère, il y a forcément un changement d'échelle à penser au niveau organisationnel. Et c'est souvent dans ces moments un peu de vulnérabilité où là, soit on se replie, puis il faut qu'il y ait le boss qui décide, soit au contraire, on lâche prise et on se dit, OK, c'est le moment là de lâcher, puis de faire en sorte que notre plateau là de décision, quand on change de nombre de personnes, OK, comment est-ce qu'on s'organise? Donc ça nécessite à la fois d'avoir toujours les deux mains dedans et de produire, parce que quand même, on est dans des coopératives où on produit des choses, et en même temps d'avoir le recul pour dire, OK, là, qu'est-ce qui est en train de nous arriver, et comment est-ce qu'on peut adapter notre modèle à ce qu'on est en train de vivre, et non pas l'inverse. Tout à fait. Alors, sur les modes de décision, tu veux y aller? Ben, je peux... quels sont les modes de décision que vous désirez nous partager? Non, ça va. Je trouve ça vraiment intéressant, cette question, parce que justement, ce qui est important, c'est de réaliser que le mode de décision doit fitter avec la décision qui est à prendre. Donc, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de façons de prendre des décisions, mais je vais aller avec celui qu'on utilise qui est peut-être le plus différent que ce qu'on voit dans beaucoup d'organismes, qui serait la décision par consentement. Puis, on prend beaucoup de temps quand on fait aussi des formations. Ça, c'est une des services qu'on offre. Puis, quand on fait des formations sur la prise de décision, on prend beaucoup de temps pour parler de la différence entre un consensus puis un consentement. Puis, c'est vraiment cette idée de le consensus, ce qu'on est plus habitué d'entendre un petit peu autour de nous, ça fait que ben, tout le monde est d'accord. Mais le consentement, c'est plutôt personne subject. Donc, tout le monde peut dire, OK, je peux vivre avec cette décision, même si ce n'est pas mon préféré. Ma préférée, mon préféré. En tout cas, vous me comprenez. Désolée. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment une façon qu'on fonctionne. Puis, justement, quand tu parles d'efficace, nous, en tant qu'équipe, on est tellement habitués avec ça, on termine tous nos consensus, tout le monde met leur thumbs up pour qu'on comprenne que tout le monde était là et dit oui, je peux vivre avec ça.
Puis ça arrive parfois qu'on est dans une rencontre, puis quelqu'un va commencer avec une proposition. Puis s'il y a une membre qui pense « Ah oui, c'est tellement évident, là, il va déjà mettre son pouce. » Puis si toutes les autres mettent leur pouce, décision prise, là, on n'a même pas terminé à nommer la proposition. Là. Donc, il y a ces possibilités. Et quand on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a peut-être des objections de la façon que c'est fait, bien là, on peut prendre le temps parce qu'on a sauvé le temps dans les autres. Ben, nous, on s'est beaucoup inspiré, là pour vous donner un exercice qu'on fait souvent, puis que je fais beaucoup avec les organisations qu'on accompagne, c'est l'approche de Patrick Vivray sur le désaccord fécond. Je ne sais pas si vous connaissez cette approche-là. Le désaccord fécond, ça part du principe qu'une organisation évite des tensions. Des tensions qui sont créatrices, parce que quand on parle de changement d'échelle, la tension est génératrice de changement. Il y a des choses qui se tirent dans l'organisation, les services. Et les tensions organisationnelles, il faut savoir les traiter avant d'éviter les tensions interpersonnelles et les tensions personnelles. Les tensions interpersonnelles sont très centrées sur les motifs. On commence à dire que c'est la faute de l'autre parce que ça ne marche pas, parce qu'en amont, on n'a pas su identifier les tensions organisationnelles. Et donc, pour parler des modes de décision, ce qu'on fait beaucoup chez Niska, c'est on travaille sur nos tensions organisationnelles pour les désincarner et pour faire en sorte que ce soit bien le système qui s'adapte aux besoins de l'humain. Et autrement dit, Patrick Vivray nous amène à réfléchir sur le fait que dans tout désaccord, il y a quelque chose de fécond qu'on n'a pas vu. Donc soit on reste pour ou contre une situation par rapport à une décision à prendre, soit on imagine qu'il y a des arguments pour une situation et des arguments pour une autre situation. Je vous passe le détail du processus, mais ça amène à chaque fois à une nouvelle voie auquel on n'avait pas pensé. C'est magique cette approche-là, je vous assure. J'en fais l'éloge parce que nous, on a juste mis plutôt en pratique le processus, mais Patrick Vivray, quand il amène cette question-là, c'est très intéressant parce que ça évite d'avoir des oppositions frontales. Ça évite d'avoir des votes où vous avez des gens qui, quand on vote 51 pour et puis 49 contre, qu'est-ce qu'on fait des 49 qui sont contre? La résistance passive, de l'opposition stérile qui bloque le développement de l'organisation. Je pense que je vais dans le même sens que Laurie, c'est-à-dire que le vote par consentement, le désaccord fécond est une technique qui permet en fait d'aller plus loin que le simple vote par consentement. C'est on prend une décision éclairée avec une liste d'arguments, pas pour opposer deux situations à décider, mais au contraire pour se dire les deux propositions ou les trois ou les quatre propositions qui sont là, elles nous vont et on donne des arguments pour aller dans le même sens. Alors ça fait partie des exemples qui, quand c'est bien fait, le désaccord fécond permet d'aller très vite et d'être très efficient sur les décisions à prendre. J'aime bien comment tu as apporté l'élément humain là, derrière tout ça. On parle d'organisation, on parle de rôle, mais c'est des individus aussi qui sont derrière tout ça. Puis tu parlais de relations interpersonnelles. Et donc, oui, on le sent des fois, même quand la structure organisationnelle commence à un peu se fragiliser par des changements. On peut prévoir, finalement, là, on commence à avoir des petites frustrations personnelles. Puis bon, comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'il y a des outils de gestion de conflits ou même de prévention de conflits? Toujours mieux de commencer avec la prévention. Ben, c'est surtout la grande question. Après, toujours mieux. Si malheureusement il y a des conflits à résoudre. Oui. Mais nous, quand on parle des domaines de pratique qu'on utilise dans notre leadership partagé, c'est la transparence en est un. Puis pour nous, on voit la transparence, pas juste une question des dossiers, des chiffres, etc., mais c'est aussi une transparence comme nous, comme êtres humains authentiques. Donc, on crée un espace où on a le droit d'être vulnérable en tant que personne. On est tous attachés à notre travail. Ça, c'est un des belles bénéfices d'être dans une coop. On est tous vraiment attachés à ce travail-là. Donc, ça prend de l'espace pour dire qu'on comprend s'il y a toute une tension autour d'une telle décision ou une telle chose qui se passe. Parce que, ben c'est ça, t'es un être humain, là, puis c'est ça qu'on aime dans toi, tu sais. Puis, donc, il y a vraiment cette idée de permettre cette vulnérabilité, de l'accueillir au sein de groupe. Puis, c'est une bonne façon de commencer à diffuser un petit peu ces tensions dès le début. Puis, c'est sûr qu'on a aussi des processus quand les tensions montent, mais je ne sais pas si tu veux parler un petit peu
Nous, on est très attachés à faire attention à l'écosystème. Dans un système, il y a une somme d'ego qui se joue là-dedans, dans les décisions. Et c'est sûr que ce que tu places sur la question de l'espace de vulnérabilité, il est très intéressant, mais je trouve qu'il met du temps à s'installer. Oui. Et que dans toutes les organisations, tout le monde n'est pas prêt à donner et à passez-moi l'expression, se mettre à poil devant les autres. Je pense que quand il y a conflit, la décision, c'est trop tard. Moi, j'ai comme l'impression que quand il y a le conflit dans les motifs, puis là, effectivement, il faut un arbitrage, puis là, c'est le DG ou le responsable qui va arbitrer. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, des fois, quand on arrive dans certaines organisations, on sent que les gens se mettent à pleurer ou qu'ils ne sont pas bien avec ça. Alors, on fait effectivement, comme tu l'as dit, on accueille ça, mais en même temps, on essaie d'aller creuser. C'est quoi la tension organisationnelle qui est à l'origine de cette souffrance, entre guillemets. Puis quand on arrive à toucher la tension organisationnelle très précise, alors des fois, il y a tellement d'émotions, même pour nous, quand on le fait pour nous-mêmes, il y a tellement d'émotions, ça demande de l'énergie d'aller la chercher. Mais quand on l'a cherchée, des fois, ça peut être tout simplement le temps d'un accueil, le temps d'une ouverture, le temps d'un déplacement en auto. Ça peut être des choses aussi banales que ça, une tension, le temps les frais de déplacement. Enfin, il y a des trucs, des fois, c'est banal, qui créent une tension. Puis des fois, elles s'accumulent. Quand les tensions organisationnelles s'accumulent, alors là, effectivement, ça fait un cocktail assez explosif, Donc, il faut aller chercher la tension organisationnelle pour éviter d'être dans le conflit. Nous, on n'est pas des spécialistes du conflit, même si, des fois, sans le vouloir, on est dedans. Là. C'est ce qu'on appelle le chaos organisé ou la zone de chaotisation, comme on veut. Mais en tout cas, la tension organisationnelle, je trouve, est un bon point d'attache pour être dans l'anticipation du conflit. Mais des fois, c'est trop tard. Oui. Puis quand c'est trop tard, je serais curieuse de voir ce que vous faites, là. Je prends des notes. J'ai parlé de ce que je fais quand c'est trop tard. On traverse le chaos, parce que quand on dit du chaos naît l'étincelle, c'est Nietzsche qui disait ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on traverse le chaos avec le groupe. C'est pas agréable, mais quand on sait qu'un chaos est nécessaire dans une organisation ou dans une équipe, bien après, on peut reconstruire en essayant d'aller chercher la question. Mais en fait, le chaos, il faut l'organiser. Ça s'accompagne. Et ça peut être douloureux, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on peut accompagner ça et on va être dans un cas ordre aussi, pour ceux qui le nomment, c'est-à-dire du chaos. Il y a un certain ordre dans le chaos à un moment donné aussi. Donc, il faut accompagner ça, l'accompagner. Puis des fois, un rôle... Il y a des personnes qui sont très fortes dans vos équipes et vous ne le savez pas, j'en suis sûr. Des gens qui ont un potentiel pour sentir les choses et être capables d'accompagner une organisation ou une équipe dans un moment de chaos. C'est très agréable à vivre. Ça dépend où on se place, je veux dire, mais c'est agréable à vivre dans le sens de quand on sort de ça par le haut, on se sent vraiment beaucoup plus fort. Pour nous, on utilise beaucoup le cercle de dialogue comme façon de structurer justement ces moments de chaos, là. Donc, c'est vraiment une façon de faire qui devient vraiment une partie de nos pratiques, là. Donc, c'est facile avec notre équipe, mais on peut quand même accompagner plein d'autres personnes. Mais l'idée, c'est vraiment juste de passer le droit de parole en cercle, puis on continue à déposer ce qu'on a besoin de déposer dans le centre jusqu'au point où on a trouvé cette nœud, puis on a réussi de le vider un petit peu. Donc, ça, c'est une des pratiques qui est justement, ça prend du temps. Mais on en gagne quand même. C'est ça. Et l'autre côté de le fait que ça prend du temps, c'est que, et après ça, on arrive à la possibilité de répartir en flèches. Exactement. Puis c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment cette idée de parler au centre, de réaliser qu'on est tous là avec une intention partagée. Ouais. Il y a quelque chose au centre qui est difficile, puis on va tous être là pour le soutenir. Puis, on ne fait pas nécessairement avec toute l'équipe chaque fois. Ça dépend c'est quoi le conflit, c'est quoi l'enjeu, etc., etc. Donc, c'est sûr que parfois, on fait aussi les cercles, non seulement pour les affaires qui sont conflictuelles, mais par exemple, dans l'intégration des membres, les membres auxiliaires qui veulent devenir des membres à part entière. Ils sont auxiliaires, comme la loi dit, entre 6 et 18 mois. Là. Puis à chaque 3 mois, on fait une cercle avec au moins 2 autres membres, juste pour voir comment ça va, comment ça avance, etc.
Alors, on arrive vers la fin. Alors, on va prendre Ok, une une question. dernière question. Vous aurez un gros 30 deux minutes top chrono à 2 pour y répondre. Merci. Bien, je me suis levée juste à temps. Donc, en fait, je vous entends parler depuis tout à l'heure, puis je me dis que pour réussir dans ce genre d'autogestion, ça prend des gens avec une bonne intelligence émotionnelle. On le sait, dans nos équipes de travail, c'est pas toujours le cas. Comment on deal avec des gens qui ont peut-être moins... Parce que quand on parle de vulnérabilité, d'émotion, il faut être capable d'y aller. C'est vraiment pas tout le monde. Comment on fait pour travailler avec des gens comme ça? Merci. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui court le 100 mètres en moins de 9 secondes, parce que je parlais d'un sportif de haut niveau qui a des habiletés. Mais tout le monde sait courir, a priori. Donc, je pense que pour moi, je pense que c'est pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas réservé à certains plus que d'autres. Par contre, dans la philosophie, c'est qu'effectivement, il y en a qui doivent plus être accompagnés que d'autres. Et il y a ce qu'on appelle ensuite dans les organisations, on travaille sur la notion du porteur d'envie. Dans les organisations, je disais tout à l'heure que vous aviez certainement dans vos équipes des gens qui vont être porteurs de cette envie-là. Et ces gens-là qui sont porteurs de l'envie de faire autrement dans l'organisation, il faut s'appuyer sur eux pour commencer à mettre les choses en pratique. Et c'est sûr que les personnes qui sont le plus éloignées, a priori, parce que ça reste une perception. Moi, j'ai vu des gens sortir magnifiquement de situations, alors qu'a priori, ils étaient, pour moi, dans la façon de voir les choses, pas du tout à cette place-là. Donc, dès lors que l'espace et le système installent la possibilité de faire sortir le potentiel des personnes, je pense que tout est possible. Et que des fois, ceux qui parlent le plus fort, quand on se retrouve devant les faits accomplis, ce n'est pas ceux qui sont justement les plus efficaces. Je pense que pour cette situation où il y a des gens qui sont peut-être moins en contact avec ce côté émotif, là, il y a aussi, nous, on a vraiment une pratique où on se permet à dire, OK, attends, t'es-tu vraiment groundé, là? Puis là, c'est la première fois que quelqu'un m'a dit ça, là, puis c'était genre 15 minutes avant de rentrer dans un événement avec un client, là, que quelqu'un m'a dit ça. Hey! Ça frappait fort, mais c'est ce genre de choc qui m'a permis de dire, OK, non, qu'est-ce que ça me prend pour être présent, pour être centré? Donc, comme on a dit, quand on est responsables tous l'un pour l'autre, bien, cette responsabilité va jusqu'à là, va jusqu'à aider la personne à être authentique avec lui-même. 30 secondes, ça va? C'était parfait, c'était parfait. et 12, puis je pense qu'il y a une petite vidéo à présenter à la fin, c'est ça? Il y a une petite vidéo à présenter à la fin? Non, mais je veux juste... donc, je pense que... Ouais, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il était 13 maintenant. Donc, on va peut-être afficher la dernière diapo pour avoir les sites web de nos panélistes. Ouais, la dernière... Ah oui, c'est vrai, je peux faire avancer. Donc, si vous voulez en savoir plus, je ne sais pas pourquoi c'est... Oups! Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter les sites web de nos panélistes. Donc, j'en profite pour vous remercier énormément de vous être déplacés aujourd'hui à Québec. Donc, pour un premier événement comodal, on fait l'expérience avec vous. Merci beaucoup aux personnes qui étaient ici en salle avec nous et aux personnes qui ont assisté en ligne. Donc, merci Laurie Palano de Percolam, pardon, et Mathieu Piéguet de Niska. Donc, mon nom c'est Erika de Réseau Coop. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter et à nous écrire. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Merci.